Salut les collègues. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous présenter la théorie de l'érosion selon Philippe Dufort, qui a lui-même pris des concepts clés de la théorie de Eric Olin Wright. Ce qui est intéressant avec la théorie de l'érosion, c'est surtout pour nous, c'est qu'au final, on vient à réfléchir comment on peut partir de initiatives sociales, pratiques locales, d'actions collectives locales et concertées et territoriales pour arriver à des changements, des transitions systémiques. Comment ça se passe, comment on peut venir supporter, comment on peut venir réfléchir à tout ça pour pouvoir venir supporter les initiatives locales dans le cadre de notre travail et de nos activités. On ne le cache pas à personne, on ne se le cachera pas. On vit dans une société, dans des sociétés complexes, capitalistes avancées, dans un moment historique où est-ce qu'il y a des crises multiples, euh, puis qui sont des résultantes d'un triple mouvement historique. On est ce qu'on est à cause d'un triple mouvement historique. Puis comment on peut partir de là pour aller vers une transition systémique, pour changer de système, changer de paradigme vers la transition socio-écologique. Rapidement, ce qui est vraiment dans une perspective de recherche, de théorisation, d'intellectualisation, on peut dire que dans la recherche, on réfléchit beaucoup à comment on peut passer d'une innovation sociale, comment on peut aller faire des transformations sociales à l'intérieur des systèmes. C'est toujours nécessaire d'avoir ces réflexions-là, mais là, on est rendu à un point historique où est-ce qu'on a besoin de se poser la question, comment on peut venir supporter les innovations sociales pour venir viser des transitions systémiques qui sont plus grandes que le système pour permettre justement de changer de grands systèmes. De changer de grands systèmes, surtout dans des sociétés qui ont été façonnées par un triple mouvement historique, on se rappelle. Donc, il y a vraiment une triptyque historique des forces sociales qui ont fait en sorte qu'on vit dans les sociétés dans lesquelles on est. Souvent, dans les théories, on va voir comme une diptyque. On voit une tension, surtout dans les théories marxistes, pour revenir expliquer la lutte des classes entre les capitalistes et les ouvriers. On est vraiment dans on voit le marché qui est contre l'État, l'État contre le marché. Puis là, quelque part là-dedans, il y a le mouvement social qui est normalement, on l'associe au marché qui veut se battre, pardon, à l'État qui veut se battre, entre guillemets, contre le marché. Là, ce qui est intéressant ici, avec comme base théorique, juste pour élargir les horizons, il y a cette proposition d'une triptyque historique des forces sociales. Donc, oui, la marchandisation, oui, depuis la révolution industrielle, il y a eu beaucoup de forces sociales qui sont mises en œuvre pour venir déréguler le marché, pour venir libérer le marché des institutions publiques, des institutions religieuses, éthiques, morales, de la noblesse, etc. Puis de toujours de plus en plus un marché de plus en plus libre, de moins en moins régulé. En contrepartie, en opposition, depuis la Révolution tranquille, par exemple au Québec, il y a beaucoup de forces sociales, de mouvements sociaux qui veulent venir protéger les solidarités, protéger les collectivités, protéger la vie, protéger les liens sociaux. Fait qu'on est vraiment c'est ça qu'on veut dire par protection sociale. Puis là, on est là pour venir contrecarrer le marché, puis venir comme offrir une résistance au marché qui veut être au-dessus de tout. Puis là, la protection se dit non, les liens sociaux, les solidarités sont plus importantes que le marché. Fait que vraiment, souvent, on a l'habitude de voir les deux, où est-ce que les mouvements sociaux vont venir travailler avec l'État contre le marché. Ce qui est intéressant dans cette triptyque qui est proposée par Philippe Orth, c'est qu'on vient je viens de faire par Philippe Dufour, c'est qu'on vient rentrer un troisième élément d'émancipation qui vient de la théorie de justice de Nancy Fraser, où est-ce qu'on va parler de la justice comme étant soit tantôt un besoin de redistribution de ressources, soit tantôt comme un besoin de reconnaissance. Donc, ici, l'émancipation, c'est vraiment comme une force sociale transversale dans l'optique, c'est de se libérer des oppressions, quelles qu'elles soient, d'où elles viennent. Des fois, l'oppression vient du marché, mais des fois, la libération de cette oppression-là vient du marché. Des fois, l'oppression vient du conservatisme, vient du racisme, du patriarcat, donc de tout ce qui est protection sociale, collectivité, liens sociaux, collectivité historique. Puis des fois, l'émancipation va venir aussi de venir se battre contre le marché avec les efforts de protection sociale. Fait qu'on a vraiment comme un triangle à 3 pointes où est-ce qu'il y a des tensions, des forces sociales, parfois perturbatrices, parfois conservatrices au sens
strict du terme, donc on veut garder la primauté, mettons, de la vie sur le marché, puis l'émancipation qui dit on veut libérer les oppressions, peu importe où elles sont, puis par quoi elles sont causées. Si vous avez besoin de plus de, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur cette triptyque historique des forces sociales, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, vous avez juste à m'en faire part. Parce que je veux vraiment prendre le temps, avec les dernières minutes qui restent, pour aller vers la théorie de l'érosion. La théorie de l'érosion, c'est la quatrième théorie dans ce graphique-là. Je vous le dis tout de suite, je vous vole le punch. C'est comme une accumulation, une coalition, une alliance de toutes les autres théories, toutes les autres trajectoires de transition. Fait que, historiquement, dans cette triptyque-là, quand je viens de vous nommer, on a trois trajectoires. La théorie de la transition vient comme faire un amalgame de tout ça pour venir créer une quatrième option, manière de percevoir la transition systémique. On va rentrer un peu plus loin dans ces quatre théories-là, juste pour pouvoir se situer. Donc, on est habitué d'imaginer la transition ou les trajectoires de transition comme on pense souvent au socialisme révolutionnaire, la rupture. On veut venir affronter des classes, affronter les identités, on veut venir affronter les dominants, l'ordre établi, pour pouvoir casser le système, puis le renverser. Ça, dans des sociétés comme capitalistes avancées comme la nôtre, c'est pas quelque chose qui est possible, étant donné nos conditions de vie, le niveau de confort assez généralisé, où est-ce que les gens, les populations vont pas venir collaborer avec des transitions par la rupture, ils n'ont pas envie de sacrifier leur mode de vie, tomber dans un creux, euh, dans un creux où est-ce qu'il reste plus rien, tout a été cassé. Ensuite, on a aussi vu beaucoup de trajectoires de transition de résistance à l'ordre établi par la réforme, où est-ce que là, on vient passer à la social-démocratie, où est-ce que des partis politiques, des groupes de pression se sont organisés pour venir travailler, changer le système de l'intérieur de l'État. Fait que tantôt dans des dynamiques de collaboration, tantôt dans des dynamiques de compromis sociaux, on essaie de venir apprivoiser le capitalisme, apprivoiser les modes de production, apprivoiser la redistribution de la richesse pour venir augmenter la qualité de vie des gens, se créer des lois, des procédures qui vont venir protéger la vie sociale, les solidarités et les conditions de vie des gens. Ça aussi, il y a des limites dans le système actuel, étant donné oui, la réforme, l'État a lui-même les outils, les ressources institutionnelles en lui pour venir démanteler, mettons, le capitalisme, mais il y a aussi les lois, les institutions et les procédures pour maintenir le statu quo. Fait que c'est pas ça qui va amener à un point de rupture pour venir faire une transition socio-écologique, par exemple. L'autre trajectoire de transition qu'on est habitué de voir, c'est vraiment au niveau des interstices, créer des brèches. On peut penser ici à l'anarchisme, où est-ce qu'il y a des mouvements sociaux, des groupes informels qui s'organisent pour venir créer des modes de vie alternatifs, où est-ce qu'on veut sortir du système, sortir de l'État, créer ses propres manières de vivre ensemble, produire ses propres ressources, redistribuer ses ressources à sa manière, créer des espaces autonomes où est-ce qu'on peut vraiment prendre soin les uns des autres comme on veut de manière alternative hors du système. Ici, on est plutôt dans les initiatives locales, des micro-initiatives qui réfléchissent à des alternatives, qui réfléchissent à des mouvements, à des nouvelles manières de faire société. Mais une des limites de ce mouvement-là, c'est qu'il n'y a comme pas d'impulsion. Oui, ça augmente la condition de vie à l'extérieur du système, des gens qui vivent à l'extérieur du système, mais c'est pas ça qui va créer comme un momentum de transition, de rupture avec pardon, je regarde dans mes notes. Oui, c'est pas ça qui va créer un momentum où est-ce que en soi, juste en créant des brèches, on va arriver, juste par la création puis la multiplication d'espaces autonomes, on va arriver à faire changer, à faire une transition socio-écologique. C'est pour ça que la théorie de l'érosion, est-ce que c'est une diversité de traditions, est-ce qu'on vient faire des alliances circonstancielles d'acteurs collectifs, donc des partis politiques, des mouvements sociaux, des groupes de pression, des classes sociales, des classes identitaires, qui vont venir s'allier de manière circonstancielle. On peut vraiment penser ici à la concertation pour venir adresser des problèmes spécifiques sur les territoires, selon les besoins de leur milieu, selon les ressources dont ils disposent, selon les injustices qu'ils vivent, pour venir tantôt dans des stratégies d'affrontement, tantôt dans des stratégies de collaboration, tantôt dans des stratégies
stratégie, pardon, de création d'espaces autonomes. Fait que c'est vraiment comme une diversité de tactiques où est-ce qu'on vient créer des brèches un peu partout dans le système. On vient des fois changer les lois et les procédures étant donné que l'État est capable de institutionnaliser ou de défaire les blocages intérieurs, les blocages institutionnels internes. Tantôt venir affronter quand il y a mettons, des mouvements de pression qui venaient affronter l'ordre établi pour changer des choses. Fait que c'est vraiment une diversité de traditions, une diversité d'acteurs qui travaillent ensemble dans des logiques et des dynamiques différentes. Ce qui est intéressant avec la théorie de l'érosion, c'est que, pardon, c'est qu'on est vraiment ici en train de se poser la question des acteurs locaux. Comment les acteurs locaux peuvent se concerter entre eux, travailler entre eux pour éroder les blocages systémiques et institutionnels propres à leur milieu pour pouvoir venir amener des changements systémiques au niveau plus large, au niveau global. Fait qu'on est vraiment ici en train de réfléchir à la dimension locale des transitions systémiques, puis comment ça peut venir s'accumuler, s'agglomérer, créer, impulser une transition systémique. Donc, dans une optique où est-ce qu'on travaille beaucoup avec la concertation, l'action collective, il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour reprendre l'idée de Sonia de la flotte de navires, où est-ce qu'on vient travailler d'un peu partout, puis comme un rocher sur le bord de l'eau, où est-ce qu'il y a des vagues qui tapent à répétition, puis on vient créer des brèches là, on vient créer des brèches là, on vient créer des ruptures là, des changements de politique, des changements de loi, redistribution des ressources, création d'espaces autonomes, initiatives locales inédites, nouvelles manières de faire, ça vient d'un peu partout après. Ça fait en sorte qu'à un moment donné, le mouvement devient comme trop large, une dernière vague, tout s'écroule. Puis étant donné, tout s'écroule, mais en même temps, on n'est pas à zéro. Tout ce qui a été construit avant est encore là. Fait que c'est comme en ce moment, le mouvement de la transition socio-écologique, elle commence à être de plus en plus diffuse d'un peu partout, dans toutes sortes d'initiatives, toutes sortes de sphères locales, régionales, toutes sortes de différents acteurs. Comme personne, aucun leader a un pouvoir unique de dire je mets la transition en marche, mais de la même façon, aucun leader a le pouvoir unique, un pouvoir unique de dire je stoppe la transition, étant donné que ça s'infiltre un peu partout, mais pas juste en termes de créer des espaces autonomes, mais un peu partout au niveau des différents paliers institutionnels, sociaux, économiques, culturels, territoriales de nos sociétés complexes, capitalistes et avancées. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.